une famille de rugby que nous accueillons aujourd'hui. L'un fut international, champion de France et même champion d'Europe avec Toulouse. Le rugby doit amener le plaisir, l'amusement. Mais on a tous grandi avec ces valeurs-là. Je me rappelle de John Alomou, chaque match, il disait « have fun ». Have fun, ça veut dire voilà, amusez-vous, on va s'amuser. L'autre est un international moins de 20 ans et joue en première également à Toulouse. Depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec un ballon de rugby dans les mains. Et Ça vous parle ? Allez, dernier indice, ils sont père et fils. j'ai jamais souffert de la comparaison. Au contraire, je trouve que c'est plutôt pour moi motivant de me dire que j'avais un père qui avait fait une carrière comme ça. Et oui, c'est Émile et Romain Tamac que nous accueillons aujourd'hui, ou plutôt qui nous reçoivent, puisque nous sommes installés dans l'un des salons du stade Ernest Vallon. Je suis Frédéric Villard et vous écoutez Premier Crampon, un podcast présenté par Orange. Nous allons vous amener là où on aime le rugby, celui que nous vivons tous au quotidien, le rugby de notre enfance, le rugby de nos premiers crampons. On va parler de rugby amateur, et la racine d'amateur, c'est aimer. Bonjour Romain et Émile. Bonjour. Salut. Vous partagez aussi l'amour du jeu. Jeu de main, jeu de Toulousain, ça vous parle ? Bah oui, je pense, ouais, on va dire que c'est l'ADN du club et de la famille aussi, parce qu'on a toujours porté ce maillot rouge et noir, et que ce soit mon père, mon petit frère ou moi, on défend ces couleurs depuis toujours, et on porte haut et fier l'ADN du club. Ouais. Alors il y a une histoire de transmission qui est évidemment liée entre vous. On va écouter Suzy qui nous pose la question sur les liens de transmission. Je m'appelle Suzy, j'ai 9 ans et je suis en U10. Romain, est-ce que c'est ton papa qui a transmis ta passion du rugby et comment ? Alors ouais, je vais te répondre. C'est lui, puis je pense que c'est tout l'environnement familial aussi, parce que ce soit mon père ou même mes grands-parents, enfin mon grand-père du côté de ma mère, on a toujours joué au rugby, et depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec un ballon de rugby dans les mains. Émile, cette transmission, vous-même, vous l'avez reçue de vos parents et vous aviez à cœur de la transmettre derrière, ou c'est le hasard aussi de la vie qui fait cela ? Le hasard, mais pas que, parce que mon grand-père avait joué au rugby, donc il y avait aussi la volonté, voilà, de lui faire plaisir aussi, d'essayer un sport, parce que finalement on était sportif avant tout dans la famille. On était plus sur le foot, parce que issu de la banlieue lyonnaise, un père arbitre de foot, donc logiquement. Mais quand ça s'est présenté l'opportunité, c'est de se dire bah tiens, mon papy aussi a fait du rugby. Puis finalement on découvre un univers, on découvre un contexte qu'on connaissait pas, et on découvre une famille qui nous quitte pas, et c'est difficile après d'en sortir parce qu'on se reconnaît dans tout ça. Quand vous avez eu Romain, vous vous êtes dit à un moment, la suite logique, ce sera de lui transmettre, entre guillemets, un témoin ? Les valeurs, oui, les valeurs qui sont identiques, qu'on peut retrouver dans d'autres sports ou dans des situations de vie. Le plaisir, je dirais, suprême, c'est qu'il est accroché à ce sport-là et qu'il a été passionné aussi. Ça aurait pu être différent, il aurait pu aussi se réaliser dans d'autres activités. Mais ces valeurs restaient essentielles. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont été aussi touchés par cette marque de proximité qu'on a finalement les uns les autres quand on fait ce sport. C'est pas simplement un sport, c'est vraiment une éducation, une façon de concevoir la vie, d'être parmi un collectif. C'est important, et ça va sûrement, je dirais, être prédictoire un petit peu par rapport à comment va être ta vie d'homme derrière. Ouais. Et du coup, Romain, vous auriez pu aller dans un sport individuel, par exemple, quand on entend les valeurs dont nous parle aujourd'hui Émile ? Moi, je pense qu'un sport individuel, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de se projeter sur un sport comme ça, mais j'ai touché aussi au foot un petit peu, et c'est vrai que les valeurs ont fait que j'ai accroché avec ce sport et que c'est devenu ma passion, et j'espère en faire mon métier. Ouais. Vous auriez accepté un footeux dans la famille, Émile ? Difficile maintenant, mais bien sûr on a accepté. Je crois qu'on n'est pas là pour que nos enfants, je dirais, suivent nos traces ou fassent ce que nous on aimerait qu'ils fassent. On est là pour les accompagner, quel que soit leur choix. Et, bien sûr, ça me complaît, bien sûr parce que cette passion-là on la partage. Mais ils ont fait d'autres activités, on les accompagnait aussi, que ce soit dans les sports de combat, que ce soit dans les sports comme il a évoqué, le foot, le handball pour le dernier. Donc ça fait partie de notre rôle. Voilà, c'est pas le cas, mais ça aurait pu. On a été voir des enfants qui allaient voir l'équipe de France de rugby, la grande, celle qui vous tendra peut-être un jour les bras, Romain. Et donc on avait une question pour vous de Jules. Je m'appelle Jules, j'ai 13 ans, du coup je joue en U14. Je voulais faire comme papa en fait. J'ai juste voulu copier. Il était toujours au plaquage, pas très vif mais au contact.
C'est ça qui m'a donné envie de jouer au rugby. Romain, toi, qu'est-ce que tu as admiré chez ton père quand il jouait au rugby ? C'est vrai que j'ai essayé de copier aussi parce que forcément notre père c'est notre modèle, donc on essaie de refaire un peu ce qui est refait. Donc j'ai essayé de m'appliquer à refaire les mêmes gestes que lui. Après, faut pas non plus se focaliser là-dessus, faut faire ce que nous on sait faire aussi. Mais c'est vrai que prendre notre père comme exemple, c'est quand même. Il y avait des posters d'Émile dans la chambre ? J'étais pas très poster, mais il me semble que j'en avais quelques-uns. Après, j'étais un peu plus sur la nouvelle génération. C'est qui la nouvelle génération ? Bon, moi, j'étais plus. Après, j'admirais vraiment les Dan Carter, Johnny Wilkinson. C'est dur, Émile, quand on est papa, de décrocher la photo du joueur exceptionnel que vous étiez pour que son fils se fasse sa propre construction de joueur de rugby ? Mais pas du tout, je crois que c'est une chance. On n'est pas là pour durer. Moi, j'ai marqué mon temps, voilà, sur mon époque. Je croise encore des gens qui s'en rappellent de ma génération, qui sont contents. Et voilà. Mais après, aujourd'hui, place à d'autres. Et c'est normal que la génération, ça s'identifie à leur avenir. Et c'est Romain, l'avenir. C'est des jeunes, c'est Théo, plus tard, je l'espère. Non, ce serait malheureux. Ça voudrait dire que finalement, on vit dans le passé. Et non, il faut que ça continue à avancer. Ça a jamais été difficile, du coup, Romain, on vous a pas la comparaison qui est inévitable quand on s'appelle Tamac et qu'on joue à Toulouse, ça doit pas être simple à porter au départ la comparaison. Non, franchement, j'ai jamais souffert de la comparaison. Au contraire, je trouve que c'était plutôt pour moi motivant de me dire que j'avais un père qui avait fait une carrière comme ça et que les gens à chaque fois me le répètent. C'était plutôt pour moi une source de motivation. J'avais envie de montrer que moi aussi je pouvais essayer de faire aussi bien que lui. Je pense que ça n'a jamais été un problème pour moi. Je pense que pour mon frère non plus. Et ça nous a toujours motivés et persuadés dans notre choix de jouer au rugby. Parce que c'est vrai qu'on n'oublie pas Théo, le fils cadet, qui est aussi joueur de rugby aussi au Stade Toulousain, qui est un petit peu plus jeune, mais il a le temps lui aussi de grandir. Cette relation entre vous deux et l'importance dont vous nous parliez, Émile, d'avoir su décrocher, entre guillemets, ou faire tomber la statue de commandeur et qui se construise lui tout seul au-delà de votre image à vous. On a quelqu'un qui nous en parle plutôt pas mal, c'est un autre Tamac, c'est Francis, votre frère Émile et donc votre tonton Romain. Émile, c'est un papa poule, c'est quelqu'un qui aime contrôler les choses, mais qui lui a laissé énormément de liberté dans ce qu'il voulait entreprendre, de comment il voulait vivre sa passion, de comment il voulait réaliser son métier de joueur de rugby professionnel. Pour ma part, je suis assez léger là-dessus, de pas dramatiser, de pas lui mettre un fardeau non plus sur le dos. Et puis, comme on l'a dit à Romain et à son frère Théo, Émile a fait sa carrière, Francis a fait sa carrière, deux carrières complètement différentes et atypiques. Romain fera sa carrière comme il entend, comme il le souhaite. Alors Francis, pour ceux qui l'ont peut-être un peu oublié, dit Walou. Vous êtes Milou et lui c'était Walou qui a joué aussi en équipe de France, ouais. Numéro 8. Le son est de qualité moyenne parce qu'on a été le retrouver à Madagascar. Il était loin. Donc c'était pas simple. Vous vous êtes rendu compte, vous aussi, Romain, à un moment donné, que votre papa faisait tout aussi pour que vous soyez libre de tout cet éventuel fardeau qui était de porter la carrière aussi de votre père et de votre oncle sur les épaules. Ouais, je pense que c'était, il a fait pour, on va dire pour nous protéger, mais je pense que comme il a vu qu'on souffrait pas de cette comparaison et de la carrière qu'il a eue, je pense que il a pas eu non plus trop besoin de nous protéger en quelque sorte. Donc il a vu qu'on se débrouillait bien aussi tout seul dans notre jeu et dans notre rugby. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Donc famille de sportifs, famille de rugbymen. On va parler de vos débuts dans le rugby. Tiens, première question, qui vous a offert vos premiers crampons, vous vous en souvenez ? Ça devait être papa au moment dans tous les cas de toute façon. Des neufs ou des crampons de récupération ? Non, ça devait être des neufs, mais quand on était petit, on faisait pas trop attention non plus. Et vous, Émile ? Mes premiers crampons ? Vos premiers crampons, vous en souvenez ? Sûrement ma maman, sûrement, qui nous accompagnait assez régulièrement dans les différentes activités, que ce soit, je le répète, j'ai commencé par le foot, l'athlétisme et le rugby, donc elle était bienveillante, papa aussi était là, mais c'est souvent maman qui se chargeait des tâches, ouais. Et vous les choyez à l'époque, les crampons, à l'époque, le cirage, oui, plus qu'aujourd'hui, oui. Ouais. Nous, les crampons, aujourd'hui, ils sont dans une société de consommation extrêmement forte, donc ça change au bout rapidement. Nous, c'est entretenir, les cirer, les laver, les frotter, mettre la crème, ouais, ça je me rappelle. Et il fallait avoir les souliers propres, ouais.
Et avoir les souliers. Hein, j'ai mis les souliers pour montrer déjà à l'époque. Et avoir le plaisir d'arriver avec des chaussures toutes propres, magnifiques, pour aller défier l'adversaire. On va parler de vos premiers souvenirs en club aussi. Est-ce que, alors c'est plus récent pour vous, Romain, vos premiers souvenirs en club, quels sont-ils ? Je pense que... C'était où ? C'était ici, c'était à Toulouse de toute façon, parce que j'ai toujours joué ici. Et je pense que si je me creuse un peu la tête, je me souviens peut-être de la première fois au Stade Toulousain, c'était sur le terrain synthétique au fond là-bas. On faisait un petit entraînement, des sortes de matchs, et c'était quand même bizarre de me retrouver là. Et après, j'étais petit, donc j'étais pas vraiment conscient encore de toute l'ampleur du club. Mais vers quel âge c'était ? 7-8 ans ? Je devais avoir, non, 5 ans, je devais 5 avoir. ans. 5 ans, ouais. Donc j'étais quand même assez petit, mais j'étais très content déjà d'être sur le terrain au fond là-bas. Papa était là ? Oui, bien sûr, j'accompagnais. Moi, j'étais encore en activité, donc c'était vrai que c'était pratique. Et très tôt, on l'a mis. Il n'avait pas l'âge là, pour pouvoir jouer. Ça démarrait qu'à partir de 6 ans et demi, 7 ans. Mais lui, à 5 ans et quelques mois, et voilà, il s'est démangé. Donc, pouvait pas jouer les matchs, mais il faisait des entraînements le mercredi. C'était sur le terrain là-bas derrière. Voilà, ses premiers pas, à prendre le ballon, à courir, à répéter ce qu'il faisait déjà un petit peu dans le jardin, mais là avec la tenue et surtout les camarades autour ou en face. Ouais. Et vous vous souvenez du premier match de Romain ? Les premiers matchs sur les équipes toutes petites, non, j'ai gardé pas mal de vidéos, j'ai beaucoup, j'ai toujours stocké. Le premier, non, je me rappelle pas, je me rappelle de beaucoup de matchs, de jeunes, parce que ça m'a touché à chaque fois, sans penser à l'après, hein. Mais je me dis, voilà, ce seraient des images qu'ils auraient peut-être envie de voir un jour s'ils décident de faire autre chose ou arrêter. Donc là, maintenant, je dis pas que j'en ai un peu trop, mais je commence à en avoir un peu trop, ouais. Et vous vous souvenez vous-même de vos premiers pas de jeune rugbyman ? C'était Toulouse aussi ? Non. Moi, je répète, un contexte complètement différent. Eux ont grandi dans une atmosphère, une région rugby. Moi, à Lyon, c'était le foot. Je le répète, mon père habite de foot. J'avais essayé le rugby par hasard. Un collègue à mon père qui avait proposé on est 3 garçons, s'il y en a un qui voulait pas essayer. Donc, j'étais débarqué là-bas, pas ma catégorie, je jouais avec des grands. Je connaissais pas du tout ce qu'il fallait faire. On me disait, tu cours vite. On m'a mis au bout du terrain et on m'a dit, tu poses le ballon là-bas. Et voilà ce que je m'étais employé à faire. Mais j'avais découvert des gens attentionnés, des gens, des parents aussi accompagnant les enfants, que ce soit pour les goûter, que ce soit sur la bienveillance tout autour. Et il m'avait dit, ça t'a plu ? J'ai dit, écoutez, oui, c'était pas mal, on s'est roulé un peu dans la boue. Il dit, écoute, mercredi prochain, si tu veux, tu reviens, il y a l'entraînement, puis il y a les goûters aussi. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème, à quelle heure je reviens alors ? Ça a démarré comme ça, mais c'était bien moins, l'atmosphère était moins religieuse que la région toulousaine, forcément. Quand on parle souvent avec des joueurs de rugby, ce qui revient très régulièrement, c'est qu'au-delà du jeu autour du ballon, il y avait les copains. Et que c'était surtout l'occasion de se retrouver en copains. C'est quelque chose que vous, la jeune génération, entre guillemets, Romain, vous avez vécu aussi. Vous avez souvenir d'y être allé avec les copains ? Sans les copains, vous auriez continué le rugby ou pas ? Sans les copains, non, je pense pas. Enfin, après, c'est vrai qu'on se fait aussi pas mal de copains que ce soit à l'école ou quand on intègre une équipe, on se fait des copains aussi un peu partout. Et c'est vrai que j'ai un ami avec qui on en joue depuis qu'on a 6 ans et là on joue. Il est en esport, mais on a joué, ça doit faire 15 ans qu'on joue ensemble. Donc c'est vrai qu'on est bien content aussi de se voir aussi en dehors du terrain pour penser à autre chose. Et je pense que ça, c'est des choses qu'il faut garder et pas non plus penser qu'au rugby et au terrain, aussi se retrouver en dehors. Alors que vous êtes justement dans un monde et dans un sport de plus en plus professionnel où on vous parle de plus en plus de performance, quitte à gommer tout ce qu'il peut y avoir autour. Non, ça reste quelque chose de très important pour vous. Je pense que c'est très important d'oublier un peu qu'on est des rugbymen professionnels et de se retrouver en dehors à boire un coup ou manger un bout en dehors sans penser au sport. Donc c'est vrai que ça fait du bien, ça libère un peu l'esprit. Parce que c'est peut-être compliqué, Émile, pour un papa, même si vous avez été vous-même sportif de haut niveau, de se dire il est en train de faire quelque chose qui lui plaît, il est en train pour le moment de suivre une voie avec beaucoup de succès, mais d'abandonner des choses à côté, et peut-être l'école par exemple. Est-ce que vous, le papa, à un moment, s'est dit il fait des choix qui seront peut-être pas des choix gagnants derrière, mais je comprends ce qu'il vit, je suis obligé de le suivre? C'est bien sûr, on se pose la question, mais après, c'est aussi lié à la détermination qu'il aimait. Il a toujours été, je dirais, convaincu de ce qu'il voulait faire. Donc, il a fait, je dirais, au niveau scolaire, ce qu'il avait besoin, en passant son bac, en ayant un diplôme minimum. L'engagement sur des études un peu plus longues, c'est vrai, dans un contexte où il aspirait
tellement fortement, je dirais, par les exigences du haut niveau que c'est difficile et c'est pas de lui rajouter des contraintes. Alors certains essayent d'avoir ce double projet, bien sûr, tant mieux. Mais c'est vrai que l'énergie qu'on lui demande aujourd'hui pour pouvoir, je dirais, être en capacité, voilà, de jouer sa carte à fond et d'être performant, laisse plus trop de place pour le reste, sachant qu'il y a la récupération, il y a aussi voilà le bien-être. Penser rugby, c'est un certain équilibre aussi, donc faut aussi penser à sa jeunesse parce que à 19 ans, je considère qu'il faut pas non plus tout sacrifier de sa jeunesse, profiter aussi de ces instants-là. Donc non, je pense que ces choix sont réfléchis. Voilà, sont réfléchis pour l'instant. Ils conviennent à avoir mis, je dirais, une base correcte. Il est encore jeune. S'il a besoin de reprendre dans quelque temps, je dirais, un cursus universitaire, il pourra le faire. Voilà. Mais encore une fois, c'est d'être un peu juste sur les besoins immédiats. Et aujourd'hui, les besoins immédiats, il les a déjà assumés d'une partie et le reste, maintenant, c'est un peu plus de place sur la partie sportive. Ouais. Et puis ne pas oublier non plus qu'on peut se construire et en dehors de l'école aussi et en s'appuyant sur des valeurs qui sont fortes. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Piccheroni, qui est votre entraîneur national, qui a une conception assez forte de l'homme qui doit être là presque avant le joueur du rugby. Je crois que le joueur est forcément un être multiple et complexe. Voilà, la partie joueur de rugby, visible joueur de rugby sur 80 minutes est finalement une petite partie, et on s'aperçoit que les grands joueurs sont souvent des grands bonhommes, des grandes personnalités, des grands êtres sociaux, je trouve qu'à cultiver toutes les dominantes du joueur ou de la personne, toutes les dominantes de l'être, on exacerbe évidemment tout le potentiel du joueur. Et ça, c'est un discours qui vous parle à même pas 20 ans, où on a plutôt envie de découvrir que de penser à ce qu'on va être demain. Non, mais c'est sûr qu'il a complètement raison. Et c'est vrai qu'on veut tous être de très bons joueurs, mais je pense que ça passe avant tout par une bonne éducation. Et il veut forger des hommes avant d'être des bons joueurs de rugby. Et il a la tête sur les épaules, beaucoup, non, déjà, votre fils, Émile? Il faut croire que l'éducation qu'il a reçue de diverses personnes, dont Seb, bien sûr, et parentale, elle paye aujourd'hui. Je pense qu'il a grandi avec ces valeurs-là, et ça me dit sûrement pas le discours de Sébastien, qui est un discours de formateur. On est là, bien sûr, pour former avant tout des personnes complexes et dans la globalité. Mais par contre, la fierté qu'on a, c'est d'avoir tout mis en place pour être des bonnes personnes. Le rugby, c'est l'excuse pour faire grandir des jeunes filles, des jeunes garçons, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. La réussite de notre réussite, c'est celle-ci. C'est pas se dire, voilà, j'en ai mis 2 en équipe de France ou 3 chez les professionnels. On croise des personnes, on a aussi autant d'attachement et des personnes qui n'ont pas joué à un niveau de rugby de performance ultime, mais par contre qui ont des situations où ils sont bien, ils sont respectueux du cadre de la vie, et qui arrivent à se réaliser. Je dirais que on a aussi accompagné sur son développement là-dessus. Ça veut dire aussi qu'à un moment, vous devez abandonner une partie de l'éducation de vos enfants à l'éducateur sportif. Donc il faut lui faire confiance. Bien sûr. Mais complètement, encore une fois, nous, c'est une partie qui est peut-être importante, mais on sait que d'autres personnes vont être importantes aussi pour modeler, pour se faire, je dirais, voir aussi des choses ailleurs, des façons de penser aussi différentes. Après, c'est aussi la confiance en ce qu'on leur a appris pour pouvoir faire la part des choses et puis prendre ce qui les intéresse et puis laisser de côté finalement ce qui les accroche au moins. C'est ça, c'est le modèle, je dirais, sont des personnes, je dirais, uniques. Tous, on parle de la comparaison, mais papa est unique, comme Romain, comme Théo, comme Francis, comme tous, chaque personne est unique. Donc là, il n'y a pas de comparaison possible, il n'y a pas à se dire c'est mieux, c'est moins bien, non, c'est unique. Du coup, votre club formateur, Romain, c'est aussi le club où vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel aujourd'hui ? Moi, je ne me considère pas comme un professionnel, mais... Mais vous avez signé un contrat professionnel ? Ouais, j'ai signé un contrat il n'y a pas longtemps, mais j'essaie toujours d'être... je me considère pas comme professionnel parce que je fais ma passion et je fais ce que j'aime et je m'amuse dans ce que je fais. Donc j'essaie de pas me dire que c'est mon travail et que je suis rugbyman professionnel. Pour moi, c'est juste de la passion et rien de plus. Ne pas se prendre au sérieux tout en faisant notre travail sérieusement, c'est une maxime que vous pourriez porter. C'est ça. Du coup, votre club formateur, c'est Toulouse. On a des questions de jeunes joueurs qui sont à l'école de rugby aujourd'hui et qui ont des questions très très précises. La première, elle est pour toi, Romain. C'est une question de Mathis. Je m'appelle Mathis, j'ai 13 ans, enfin je vais avoir 13 ans bientôt. Je joue en U14 à Armentières et
Émile et Romain, je pourrais avoir un conseil pour bien plaquer et pour bien continuer ma saison de rugby. Quand on fait pour bien plaquer, pour bien continuer la saison de rugby? Pour toi, Romain, parce qu'après j'aurai une question pour Émile. Bien plaqué, faut se mettre, faut avoir envie, mais tu m'as l'air d'être déterminé. Et après, faut être bien bas, bien engager les bras. On va essayer de plaquer le plus bas possible parce que maintenant un peu trop, c'est vite sanctionné. Donc non, plaquer bien bas aux chevilles et faire tomber. Et après, faut s'accrocher. Émile, vous essayez plutôt d'éviter les plaquages que de plaquer, non pas que Romain cabosse tout le monde. Hein. Mais du coup, j'ai une autre question pour Émile, c'est Tania. Je m'appelle Taina, je joue en U14, j'ai 14 ans. Émile, étais-tu stressé avant un match et comment tu le gérais ? J'ai toujours été stressé avant tout événement qui me tenait à cœur ou sur lequel je voulais avoir un impact ou faire une performance. Mais que ce soit aussi bien dans une étude ou un devoir scolaire que d'aller faire un match de tennis avec les copains, parce qu'il y a l'envie de faire le mieux possible. Il y a l'envie de se comparer et de gagner, pourquoi pas. Donc forcément, ça montre l'attachement, ça veut dire le sérieux, la préparation, la détermination aussi que tu veux mettre. Après, ce stress-là, c'est pas un stress inhibant, ça veut dire qu'il me fragilisait, c'est pas un stress à trembler. Pour moi, c'était un stress de concentration, de me dire, voilà, est-ce qu'on a tout fait dans la semaine, est-ce qu'on s'est bien préparé, est-ce qu'on a tous les outils pour être bien de son côté. Donc, c'est comme un signal d'alarme qui me fait dire, voilà, t'es prêt. Ouais. Les parties où justement, il n'y a pas ce stress, où il n'y a pas, je dirais, un peu la boule de temps en temps de bien faire ou de mal faire, généralement, c'est les parties qui n'ont pas d'enjeu, où il n'y a aucune importance, généralement, tu mets pas trop de conviction, donc c'est pas les plus importantes, les plus intéressantes finalement. C'était même pas une gestion de stress, vous vous appuyez sur le stress à l'époque pour être bien dans le match. Oui, mais parce qu'on a envie de se montrer bien, on a envie de pas décevoir, que ce soit papa, maman qui t'accompagne au terrain. Ce stress, ça a toujours été un moteur de se dire, je me dois de donner mon maximum. Ouais. La sainte trouille de ne pas prendre une raclée contre les Blacks, par exemple. Ça bien après, ça. Vous l'avez, vous, cette boule de stress, Romain, avant les matchs ? Ouais, avant chaque match, quand même, que ce soit n'importe quelle équipe, ouais, on est toujours stressé parce que on a forcément envie de bien faire, de donner le meilleur de soi-même. Et... Quel que soit le niveau, même chez les jeunes ? Ouais, quel que soit le niveau, je pense que même quand on est petit ou actuellement, on a toujours envie de bien faire, de montrer le meilleur de soi-même et on est stressé parce que c'est pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on a vraiment envie de tout donner sur le terrain. Et quand le ballon est tapé, que le coup d'envoi est donné, après ce stress il part et après on n'y pense plus. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite boule au ventre avant chaque match. Ouais. Et Émile, vous l'avez la boule au ventre quand c'est Romain qui joue maintenant ? Oui, la différence, c'est qu'elle part pas. Elle part pas au premier coup de pied, elle part pas. Elle part pas, elle reste jusqu'au bout. Elle reste jusqu'au bout, parce que là, encore une fois, c'est pour moi ce stress-là, c'est système d'alarme d'être concerné, voilà, d'être concerné, attentif, et de faire en sorte que les choses se passent comme on le souhaite, comme on le désire ou comme on l'espère. La crainte de la blessure, parce qu'on en parle un petit peu plus dans le rugby d'aujourd'hui, c'est plus un souci plus présent, plus prégnant. C'est quelque chose que vous avez en tête quand vous le voyez jouer, Romain, vous vous dites, faut pas qu'il se blesse? On l'a toujours quand on fait ce sport-là, mais parce qu'on l'a connu aussi, parce qu'après la blessure, elle peut être de divers ordres, ça peut être une blessure pas hyper méchante, mais malgré tout qui va te tenir éloigné. Donc forcément, c'est pas ce qu'on souhaite pour les gens qu'on aime. Mais on sait que voilà qu'il y a une part d'inévitable qu'on peut pas contrôler et qui peut arriver. Donc bien sûr que ça, je le répète, c'est vrai que la libération, c'est pas simplement de se dire bon voilà ils ont fait un bon match, tiens c'est bien passé pour lui aussi, ils ont gagné, même à 5 minutes de la fin, le stress est encore là parce que voilà le match n'est pas terminé, il peut arriver des choses d'autres qui peuvent, je dirais, rendre la situation un peu plus délicate. Donc mais ça je crois que c'est tout parent qui vit ça avec ses enfants. Il y a un papa qui en plus est entraîneur et s'occupe des jeunes aujourd'hui de la formation au Stade Toulousain. La trajectoire que suit aujourd'hui Émile, Romain, c'est, même si vous êtes jeune, c'est quelque chose qui pourrait plus tard vous plaire, vous voyez dans un futur plutôt lointain, se dire moi aussi je vais transmettre? Ouais, je pense que c'est important parce qu'on reçoit de beaucoup de personnes pendant notre carrière et je pense que c'est important de retransmettre ce qu'on a appris aux plus jeunes et je pense que ça fait partie aussi un peu du devoir du rugbyman aussi de transmettre ce qu'on a appris, les valeurs du rugby, encore plus dans notre club qui est quand même emblématique avec des valeurs importantes et qui revendique haut et fort. Donc non, je pense que c'est important et
Et je pense que tout le monde ici au club est très content de voir mon père s'occuper de la formation, que ce soit des anciens joueurs qui dirigent entre guillemets le club, c'est que du positif. Ouais. Et vous avez l'impression que vous êtes dans la famille quand vous voyez tous ces anciens qui sont là ? Ouais, je me sentais déjà dans la famille ici, mais on se sent encore plus ici parce que c'est des personnes qui m'ont vu grandir aussi et que je connais quand même plutôt bien. Le club, c'est une grande famille. On se sent bien quand on est dans l'enceinte du club. Le papa aujourd'hui s'occupe plus de la formation. On va vous retrouver un jour à manager une équipe première ou la formation, c'est aujourd'hui quelque chose qui vous attire plus, Émile ? Je sais pas, je l'ai déjà fait, que ce soit avec l'équipe de France, avec un club professionnel aussi, ça me plaît, c'est autre chose. Il y a eu une volonté de revenir un peu au club pour me rapprocher un peu des garçons, et finalement il y avait un projet aussi intéressant à développer pour le club qui était la formation. La mission est loin d'être finie, donc je sais qu'il y a encore du travail pour vraiment faire en sorte que voilà, ce club soit sur des bons rails, puisse à la limite être pérenne dans la durée, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui, parce que je le répète, aujourd'hui je suis bien, j'ai le loisir de voir mes enfants grandir aussi, pas très loin, et puis je le répète, on est redevable aussi dans le rugby en général, hein, c'est pour ça qu'on est là, et on est redevable aussi pour ce club, parce que je suis persuadé que la vie elle aurait pu être autre, je sais pas, mais en tout cas ce club m'a permis voilà, de pouvoir me faire grandir, et si je suis, je dirais comme je suis aujourd'hui, je pense que je lui suis en grande partie redevable, bien sûr, ouais. Alors savoir rendre et puis savoir s'effacer aussi. Romain, vous ne le savez peut-être pas, mais il a une grande qualité aussi, Émile, c'est qu'il sait parfois s'effacer. C'est Sébastien Piccheroni, donc qui est aujourd'hui le coach des moins de 20, mais qui a été votre entraîneur à Jolimont, au centre de formation, au lycée études. Ouais. Ben moi, j'ai d'emblée été frappé par l'humilité, par la simplicité d'Émile, parce que c'est vrai que je l'ai côtoyé ou je l'ai connu dans un rôle de papa, dans un rôle de père de famille, d'un enfant qui laissait entre les mains d'un éducateur ou d'un enseignant à l'époque, et voilà, très humble, très à l'écoute, très simple. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que il avait son vécu, il sortait de l'entraînement de l'équipe de France, et j'ai trouvé que à chaque fois, il est totalement resté dans son rôle et à sa place, et c'est ce qui explique, à mon avis, en bonne partie aussi la cohérence du parcours de Romain, la structuration de Romain, et donc la réussite de Romain. Ça vous surprend ? Non, pas du tout, parce que déjà c'est pas un grand bavard et c'est pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Et Émile ? Oui. Qu'est-ce qui vous a convenu, vous, dans l'enseignement que vous avez reçu ? Et éventuellement, si vous deviez donner des conseils à des jeunes enfants, là, qu'est-ce qu'ils devraient aller rechercher chez un bon éducateur ? Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui est à l'écoute aussi du jeune homme qu'on était. Et c'est ce que Sébastien a très bien compris quand il était entraîneur à Jolimont ou en équipe de France. Il était à l'écoute de tout le monde. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été très important dans mon parcours. Émile, c'est quoi un bon éducateur ? Une personne qui va permettre l'épanouissement finalement du joueur, de la joueuse, qui va savoir, je dirais, percevoir les besoins et qui va savoir surtout y répondre, tout en lui laissant de la responsabilité, de l'autonomie pour grandir, pour qu'il s'exprime, pour qu'il sache aussi faire ses propres erreurs, qui font partie de l'apprentissage, qui va pas se substituer, je dirais, au joueur, va pas le faire à sa place, mais toujours lui donner cette confiance nécessaire pour pouvoir en tout cas continuer à avancer. Ouais. Est-ce que d'avoir été un bon joueur fait de vous obligatoirement un bon éducateur, un bon formateur ? Non, parce qu'on pourrait être maladroit dans la forme. Après, notre vécu forcément est là. Si on arrive à se souvenir et à bien analyser, c'est peut-être qu'un bon éducateur, voilà, c'est quand on a été joueur, l'expérience et la bonne analyse de finalement de ce qu'on a vécu peut nous aider justement à gagner du temps, à comprendre aussi les systèmes. Ouais, cette expérience-là, elle nous sert pour justement ne pas tomber dans ces pièges-là. Romain, est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez fait l'école de rugby avec les filles en même temps ? Ça se fait de plus en plus. Et Didier Rothière nous disait par exemple que de plus en plus, ils incitent aujourd'hui les éducateurs à faire des équipes mixtes. C'est quelque chose que vous avez connu, vous, quand vous étiez tout jeune ? Non, j'ai pas connu parce que c'était pas encore mis en place au club. Je l'ai connu plus tard, mais on n'était pas mélangés. Mais je pense que c'est une bonne chose aussi de mélanger les filles et les garçons parce que il y a des filles qui ont un fort caractère et de se confronter aux garçons, ça peut être bien dans leur parcours aussi. Et... Alors j'ai une question pour vous deux, parce que je sais, vous, Romain, que vous avez regardé l'équipe de France féminine à 7 qui évolue à Dubaï. Question de Pierre.
Je m'appelle Pierre, j'ai 11 ans et je joue en U12. Romain, je voudrais savoir quelle différence vous trouvez entre le rugby masculin et le rugby féminin. Je suis aussi un peu dans le tennis et je sais par exemple que les joueurs considèrent que le tennis féminin, c'est un sport différent. C'est une réflexion que vous faites vous aussi, les garçons, quand vous voyez jouer les filles? Non, c'est pas un sport différent. Elles font le même sport que nous, mais avec on va dire des qualités différentes aux garçons. Et je pense que c'est tout à leur honneur parce qu'elles le font très bien et elles portent fièrement aussi leur maillot et elles revendiquent beaucoup le rugby et le jeu qu'elles produisent. Donc je pense que c'est très important d'avoir des féminines qui jouent bien, qui ont des résultats et je pense que ça peut inspirer les garçons aussi. Émile, on dit que sur le foot féminin, qui a pris beaucoup d'ampleur, on retrouve aujourd'hui les qualités de base du foot parce qu'il y a moins de vitesse, moins de puissance peut-être, et donc il y a plus de jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans le rugby féminin, où le défi physique est peut-être moins important et où on essaye plus de jouer que d'affronter ? Ouais, c'est le cas. Mais je crois que la différence, c'est la temporalité. C'est-à-dire que les filles, aujourd'hui, je dirais, jouent un rugby des garçons d'il y a 20 ans ou 25 ans. Parce qu'on s'entraînait moins, donc elles ont ce qu'elles vivent aujourd'hui, elles s'entraînent un peu moins que les professionnels de rugby, parce qu'elles ont, on parlait de projets, elles sont étudiantes ou travaillent, elles ont une activité à côté, donc elles sont pas rémunérées pour le rugby, donc forcément ça vient après le soir, et forcément leur entraînement, je dirais, de programmation, que ce soit sur la musculation, que ce soit sur la vidéo, la récupération, leur entraînement collectif ou séparé, poussé, il est bien moins important, donc finalement elles se retrouvent à avoir un rugby peut-être moins dans le détail. Chez les garçons, je dirais, chaque équipe connaît exactement comment va jouer l'adversaire du week-end. Tout est analysé. Elles n'ont pas le temps pour ça encore aujourd'hui. Donc forcément, ça laisse un peu plus de liberté, un peu plus de créativité, d'incertitude dans ce qui est mis en place. Il y a un gros travail. Elles ont progressé énormément dans l'athlétisation des défis. Mais il reste encore tellement de parts, je dirais, d'ombre sur la capacité justement à analyser tout, que finalement il y a de la surprise et finalement il y a de l'insouciance et on voit un jeu plus envolé, parfois moins abouti, mais ce qui rend le rugby pas moins joli, parce que finalement ce qui nous plaît aussi c'est ce côté incertitude, ce côté créatif qui arrive et qui finalement on retrouve de l'efficacité aussi. Mais en ça, ouais, ce rugby, il vient rafraîchir peut-être un peu notre rugby, je dirais aujourd'hui assez entre guillemets stéréotypé, notamment top 14, qui fait que voilà, on sait que c'est très proche, mais on sait qu'on voit souvent un rugby identique, sans surprise. Je vais vous faire écouter un petit son de Didier Rottière, qui est notre entraîneur technique national, mais qui est également un ami de la famille, un ami proche d'Émile. Ce qu'il dit, lui, de la notion de jeu. Et je pense vraiment que le rugby, c'est un jeu, même s'il est professionnel. Et cette dimension du jeu, on doit l'exprimer sur le terrain. C'est ce que les gens viennent dans les stades pour ça. Et je crois que c'est ce qui fait un peu des fois la difficulté avec le top 14, c'est-à-dire que le résultat a tellement pris d'importance qu'on oublie que c'est un jeu. Et les gens, ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir des gens qui tentent des choses. À croire que vous êtes parlé avant qu'on se retrouve. J'imagine, Émile, que c'est votre discours aussi, ce que vous donneriez comme ligne directrice à des jeunes qui se lancent dans le rugby ? Tout à fait, c'est ce qu'on donne. C'est-à-dire que même si beaucoup de parents, notamment, lorgnent sur le fait de dire, voilà, le rugby peut peut-être amener une carrière, on leur explique avant tout que le plaisir est là avant tout. C'est ce qu'on voilà, le rugby doit amener le plaisir, l'amusement. Mais on a tous grandi avec ces valeurs-là et ça m'étonne pas le discours de Didier. Je suis content parce que Romain pratique le même parce qu'il a grandi à ça. Mais c'est au-delà, je dirais, des frontières. Je me rappelle de John Alomou, chaque match, qu'on se croisait avant le match, qui répétait à ses mêmes copains, il disait have fun. Have fun, ça veut dire voilà, amusez-vous, on va s'amuser. Toi de ton côté, toi moi du mien, et peut-être nous ensemble. C'était ça. Et après, il y a des jours heureux qui sourient, il y a des jours des fois plus difficiles où ça se passe pas comme on veut. Mais le rugby, c'est aussi l'entraînement. Je le répète, c'est retrouver les copains, partager une passion ensemble. Le secret, c'est ça. Le secret de la réussite, c'est ça. C'est pas de se dire je vais faire carrière, c'est de s'amuser. Si on s'amuse, si on est content, qu'il nous tarde d'aller sur le terrain, s'entraîner, là on a compris. C'est ce qu'on avait nous. Il nous tardait regarder l'heure de cours vite quand on finit pour aller s'entraîner. Si les jeunes grandissent avec ça, alors ils seront en capacité de pouvoir arriver à bien plus grand. Ouais.
Et il y a la place pour ça aujourd'hui quand on est un jeune joueur pro. Oui, je ce pense. partage, ce plaisir, cette joie d'aller sur le terrain, salir ses crampons. Oui, je pense qu'il y a toujours cette notion de plaisir. Moi, je prends toujours plaisir et j'ai toujours hâte d'aller aux entraînements, de jouer le week-end. Quand je joue pas, je suis énervé parce que j'aimerais jouer avec les copains sur le terrain. Faut toujours garder à l'esprit que c'est un jeu, qu'on est là pour prendre du plaisir, pour donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir aussi. Et on est là pour s'amuser, tout simplement. Cette histoire de partage, de transmission qui est propre à Toulouse, mais qui est propre à beaucoup de clubs aussi. Ce qui est cocasse chez vous, c'est que vous êtes là tous les deux. Il y a dans l'équipe chez les jeunes, il y a Arthur Bonneval aussi avec Eric Bonneval, et il y a aussi ce passage de témoins et cette capacité peut-être à savoir qu'il y a eu des anciens avant qu'un club peut partager ou pas, et c'est le cas à Toulouse. Écoutez ce qu'en dit encore Didier Rothière, donc directeur technique national, qui pousse même la réflexion un petit peu plus loin. Les enfants ils connaissent les joueurs qui jouent actuellement, et parfois ceux qui ont joué il y a 10 ans, 15 ans, ils y pensent plus trop. Mais par contre, on a une vraie nécessité, et ça, c'est vrai que c'est certainement peut-être la chose qui a été oubliée un petit peu dans le rugby français, c'est d'entretenir cette mémoire, cette histoire des joueurs. Je crois que c'est ça, simplement, de partager l'expérience. Partager l'expérience, s'appuyer sur les anciens. Alors, c'est pas parce que vous êtes le plus vieux que la question se pose pour vous, Émile, mais vous avez aussi un rôle de courroie de transmission. Oui, bien sûr. Mais c'est notre rôle encore une fois, d'accompagnement, de leur dire voilà que c'est un grand livre tout ça, cette famille, cette histoire de rugby, ce club, c'est un grand livre. Voilà, on a écrit des pages certaines. Aujourd'hui, il y a d'autres chapitres à écrire, et le livre se fermera pas autant. Il y aura après eux, il y aura d'autres rôles qui leur sont dévolus. Certains l'embrasseront, d'autres non. Mais ils auront aussi, pour certains, la responsabilité, voilà, de continuer à faire vivre ça. Je veux dire, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a retenu de nos aînés, tout simplement, hein, qui sont passés et qui nous ont marqués. Et simplement être digne, voilà, pour eux, pour nous, et puis surtout les générations qui arrivent, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, le rugby pro, tel qu'il est en train de se développer, et c'est bien que le rugby soit professionnel et se développe, est-ce qu'il y a des écueils à éviter ? Le rugby change, il évolue, mais je pense que nous aussi on s'adapte. Tant qu'il y aura des garde-fous, tant qu'il y aura des personnes de ce milieu, de cette famille qui seront là et qui seront pour la plupart bienveillants, je dirais, mais tant qu'il s'appuiera sur des valeurs qui sont universelles, hein, de partage, de soutien, d'entraide, de solidarité, de mise à disposition, d'intégrité physique aussi pour le partenaire, pour un objectif supérieur à soi-même finalement, on sera protégé. J'ai une question pour vous, Romain. Question de Jules, quand on parle des bases du rugby et des racines. Je m'appelle Jules, j'ai 13 ans, du coup je joue en U14. Émile, qu'est-ce que c'est qu'une troisième mi-temps ? Ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir ce que c'est. La troisième mi-temps, c'est ce mot magique qui nous permet de nous retrouver. Je pense que c'est notre socle qui permet de nous solidariser, de pouvoir se rapprocher, d'être ensemble, de partager des moments, qui permet finalement de connaître bien plus profondément le partenaire, partager les choses finalement. C'est apprendre aussi à aimer le partenaire. Et dans ton activité, quand tu aimes la personne, tu te bats pour elle sur le terrain et elle se bat pour toi. Donc la troisième mi-temps, c'est ça finalement, c'est créer des moments qui vont aller au-delà de l'activité, et ces moments-là, on devient pour la plupart, je dirais, amis, quelle que soit la distance, quel que soit le temps qui passe. C'est là où on tisse des liens aussi, au-delà du terrain. Je pense qu'on apprend à connaître un peu plus son coéquipier, on forme des liens, on peut parler un peu plus de ce qui est plus profond et plus privé. C'est important de garder ces troisième mi-temps après les matchs, et que ce soit dans la victoire ou la défaite, ça peut permettre de passer, on va dire, une meilleure soirée. J'ai maintenant des messages personnels. On commence avec Sébastien Piccheroni pour vous, Émile. Salut Émile, c'est Seb. Voilà, j'ai eu le privilège d'échanger beaucoup avec toi pendant le parcours de Romain particulièrement, et pendant le parcours des moins de 20 ans l'année dernière. On a beaucoup échangé sur la dominante de l'expression, que les joueurs doivent être libres, sur la confiance en eux. Et voilà, je tenais à te dire que j'espère que tu vas œuvrer le plus longtemps possible auprès des jeunes Toulousains et auprès des jeunes en particulier, parce que voilà, je crois qu'ils seront profondément entre de bonnes mains quand on est bienveillant et attaché, voilà, aux valeurs de liberté et de confiance en soi que tu incarnes parfaitement. Vous pouvez le rassurer, ça va durer ? Bien sûr que ça va se durer, parce que j'y prends plaisir, parce que je pense que la mission, elle est jamais finie, il y a toujours des
générations nouvelles qui arrivent et on se doit d'être là aussi pour eux. Mais si c'est pas moi, ce sera d'autres. Voilà, j'ai plaisir à le faire. J'ai de suite perçu que c'était une personne qui avait le bon mot, le bon message, la bonne façon de voir le rugby. Quand on met au cœur ce qui est le plus important, et le plus important c'est le développement de nos jeunes, de se dire qu'il peut y avoir d'autres personnes qui peuvent aussi apporter autre chose que ce que nous-mêmes pouvons apporter. Et Seb l'a fait, rien que pour ça aussi, je le remercie bien sûr. Sébastien qui a une question pour vous aussi, Romain. Coucou Romain, bon c'est Seb. Alors on a eu la chance, nos chemins se sont croisés, éloignés et à nouveau recroisés souvent. J'espère que j'aurai la chance de te recroiser à nouveau et en tout cas souvent. Par contre, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu as prévu pendant tes vacances d'hiver ou tes vacances prochaines estivales d'embarquer Abdoul avec toi ? Alors il faut nous dire qui est Abdoul. Alors déjà Abdoul, c'était notre mascotte pendant la Coupe du Monde des moins de 20. Maintenant il habite à Marcoussis. C'est plutôt sympa d'avoir une mascotte comme ça. Si je l'embarque, avec plaisir. Si la Fédé me le prête, j'espère que j'aurai des vacances. Si je peux passer par Paris, je ferai un coucou à Abdoul, mais je partirai avec quelqu'un d'autre, je pense. La dernière question, elle est pour vous deux en fait. Je voudrais que vous y répondiez chacun à votre tour. Romain, c'est tonton Francis. J'ai une question qui me targue depuis quelques temps. Tu as été récompensé et mis en avant pendant ces quelques premières années avec le titre champion du monde de moins de 20 ans et les autres que tu as déjà dans ta besace en numéro 10. Aujourd'hui, être placé au centre de l'attaque du Stade Toulousain et peut-être une carrière en tant que trois quarts centre, est-ce que cela te convient ou est-ce que tu aimerais reprendre ce numéro 10 qui te tient tant à cœur ? C'est vrai que j'avais jamais, pas souvent joué au centre ces derniers temps, mais depuis la Coupe du Monde, on a vu que ça a plutôt bien fonctionné. J'aimais bien ce poste aussi. Donc non, pour l'instant, je suis très bien au centre. Je pense que c'est bien aussi pour que je m'aguerrisse un peu plus au haut niveau. Et je prends un peu plus de recul sur le jeu avec un peu moins de pression. Je pense que ma plus longue carrière se fera en 10. Enfin, je l'espère. Émile, il est où sa place ? 10, 12, 15 ? Elle est selon les besoins de l'équipe. Il a les armes développées, je dirais, tous les aspects pour pouvoir jouer à différents postes. On peut rajouter le poste numéro 15 aussi. C'est une force, une chance, une capacité en tout cas de pouvoir œuvrer un peu partout. Hein. Pour info, Francis, il a dit numéro 15. Il vous voit bien en numéro 15. On va passer rapidement au portrait chinois. Avec vous, Romain, les bleus ou les bleuets ? Les bleuets. Milou ? Les bleus ? Milou ou panthère noire ? Milou. Milou. Milou aussi. Pourquoi pas panthère noire ? C'était le surnom qui est venu après, donc qui symbolise un peu le côté félin, mais Milou, c'est pour pas que le joueur de rugby. Alors on connaît Milou, panthère noire, c'est quoi le surnom de Romain ? Roms plutôt. Ouais. Une qualité ? Déterminé. Et une qualité chez votre père ? Déterminé aussi, je dirais. Milou ? Ambition ? Pour vous ? Pour tout le monde. Je pense qu'à un moment, voilà, tout le reste c'est des outils pour y arriver, mais il faut être ambitieux dans la vie. Et la qualité première de Romain ? Humilité. Si vous aviez dû choisir un métier autre qu'un métier dans le sport ? Quand j'étais petit, j'aimais bien les animaux, donc je pense que je serais parti dans la recherche animalière, quelque chose comme ça. La pédagogie, peut-être l'enseignement toujours, donc peut-être l'enseignement sportif. Ouais. Et enfin, dans quel pays voyez-vous un jour partir si vous aviez l'opportunité ? J'aimerais bien partir quand même en Australie quand même. Ouais. On va conclure ce moment de partage. Est-ce que vous avez un rituel quand vous chaussez vos crampons ? Moi, je suis pas très rituel, mais c'est avant les matchs un peu de musique, mais après non, je suis pas vraiment superstitieux et j'ai pas vraiment de rituel, donc non, j'enfile les crampons et après on va sur le terrain. Où à un moment il y a tout qui se passait dans le vestiaire, il fallait mettre la chaussette droite avant la chaussette gauche, les crampons, attention, personne qui s'assoit pendant que à côté de moi, enfin c'était... Non, mais je crois qu'on a oublié tout ça, le même slip aussi, pauvre, on l'a retrouvé, et des trous partout. Ouais, je crois que c'est des petites choses qu'on se crée pour se donner un peu plus de conviction, de se dire voilà, dans ces conditions là, ça s'était bien passé, on essaie de reproduire la même chose, et puis il y a des fois on a oublié les choses, ça se passe aussi bien, ou des fois on a tout et ça se passe pas bien. Donc si on peut s'affranchir de tout ça, oui. Non. Le principal, c'est le plaisir de mettre les crampons. Exactement. Le privilège de se dire encore aujourd'hui, j'y suis. Ouais. Merci à vous deux de nous avoir accordé du temps pour parler de vos premiers crampons et de notre amour du rugby. Bon match à venir pour l'un et pour l'autre dans vos deux rôles et plaisir de vous recroiser sur les terrains pour parler premiers crampons. Merci. À bientôt. Salut. Plaisir. C'était Premier Crampon, un podcast Orange.